Donc je vais vous parler de ce pays qu'est l'Arabie Saoudite, qui historiquement se caractérise par un mode assez original d'articulation du politique et du religieux. Et ça, c'est quelque chose qui le distingue des autres pays musulmans, des autres pays de la région, qui est lié à son histoire. Donc je vais commencer par aussi faire un peu d'histoire pour comprendre pourquoi cette relation en Arabie est originale. L'État saoudien, ses origines remontent au milieu du XVIIIe siècle. C'est toujours fondamental de voir cette histoire, de voir qu'on remonte au XVIIIe siècle, au milieu du XVIIIe siècle. Parce que c'est l'un des États arabes qui existe avant la période moderne, qui se constitue avant la période du XIXe siècle, l'époque de la colonisation, des influences européennes. D'une certaine manière, l'histoire de l'Arabie Saoudite, elle commence dans la période pré-moderne. C'est important de le voir. On a souvent cette image un peu caricaturale d'une Arabie Saoudite qui se serait faite, entre guillemets, par le pétrole. Au moment de la découverte du pétrole, l'Arabie Saoudite existe depuis 200 ans. Alors elle a connu un certain nombre de péripéties, de vicissitudes. Ça n'a pas toujours été une partie de plaisir. Il y a eu au XIXe siècle des moments où l'État saoudien a failli disparaître. Bon, il y a même quelques éclipses, puis il est revenu. Mais son histoire donc, remonte à 1744. Ça fait presque 3 siècles. Et l'Arabie Saoudite, elle est le fruit d'un pacte qui est conclu en 1744 entre un prince qui est à l'époque l'émir d'une petite localité du centre de la péninsule arabique, de cette région qu'on appelle le Najd, donc il s'appelle Mohammed bin Saoud, ce prince, il est le fondateur éponyme de la dynastie, et un prédicateur. Son partenaire dans le pacte, c'est un prédicateur, l'un de ces réformistes, on en a un certain nombre dans le monde musulman à partir du XVIIe siècle, il est l'un d'entre eux, qui s'appelle Mohammed bin Abdel Wahhab. Réformiste, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui considère que l'islam de ses contemporains s'est éloigné de l'islam orthodoxe, et donc il veut ramener l'islam à l'orthodoxie telle qu'il la conçoit, évidemment. Donc ce prédicateur, Mohammed bin Abdel Wahhab, il va donner son nom à cette doctrine qu'il prêche, qu'on appelle parfois le wahhabisme, que les Saoudiens appellent salafisme. Et les deux termes, en fait, sont très largement synonymes. On parle de wahhabisme dans le contexte saoudien. On en parle un peu moins, à mon sens, quand on en étudie les prolongements en dehors d'Arabie Saoudite. On utilise le mot salafisme. Mais il y a évidemment une relation extrêmement étroite entre les deux, même si au XXe siècle, le salafisme, on va le voir, va se diversifier à partir de la matrice wahhabite, on peut dire. Il va produire une foule de courants qui vont se nourrir d'une matrice commune, mais qui vont en particulier déboucher sur des postures politiques souvent différentes et quelquefois très différentes de celles qu'Abdel Wahhab lui-même prenait. Donc, je parlais du wahhabisme ici, mais ayez en tête que c'est la matrice de ce qu'on appelle aujourd'hui le salafisme, puis on reviendra un peu plus tard sur ça. Donc, le message d'Abdel Wahhab, il est simple, c'est un message de retour à l'islam orthodoxe, que lui conçoit comme étant l'islam des origines. L'un des problèmes majeurs de Mohammed bin Abdel Wahhab, c'est la diffusion de ce qu'il considère comme étant des pratiques polythéistes dans l'islam, et des pratiques qui, selon lui, contredisent l'injonction à l'unicité divine, le tawhid dans l'islam. Et en vérité, quand il dit ça, il s'en prend au soufisme, qui est devenu au XVIIIe siècle majoritaire dans l'islam sunnite. D'une certaine manière, le sunnisme et le soufisme se confondent au XVIIIe siècle. Il s'en prend aussi au chiisme, qui n'est pas sunnite évidemment, mais les chiites sont géographiquement situés pas très loin en fait, du lieu de naissance du wahhabisme. Vous avez des chiites sur toute la côte du Golfe Persique, et donc dans une zone qui est aujourd'hui saoudienne, qui est la province orientale. Il y a 10% de chiites aujourd'hui en Arabie Saoudite. Et donc le message d'Abdel Wahhab, il est surtout dirigé contre ces groupes religieux qu'il considère comme des groupes qui, par leur pratique, par leur discours, contreviennent au principe de l'unicité divine. Donc il y a une prétention chez Abdel Wahhab à redéfinir l'orthodoxie islamique sur une base extrêmement stricte, à l'exclusion de tous ces groupes qui sont en vérité à son époque majoritaires. Abdel Wahhab, il est un peu seul contre tous au départ. Et avec une posture qui est une posture extrêmement dure à l'égard de ces détracteurs religieux, qui, dans un certain nombre de cas, va verse volontiers dans l'excommunication.
Les soufis, pour lui, ne sont pas des musulmans. Alors, des ambiguïtés dans les textes, sont de très mauvais musulmans, ou pas les musulmans du tout. Il y a aussi une posture qui est exclusiviste, qui est extrêmement dure dans sa prétention à redéfinir une orthodoxie réduite à ce monothéisme pur tel qu'il le conçoit. Dans le même temps, Abd al-Wahhab est aussi un héritier de l'école juridique hanbalite, donc c'est quelqu'un qui évidemment a une lecture très conservatrice, très rigoriste, très littérale des textes sacrés, et donc qui va aussi redonner à cette école hanbalite, qui est minoritaire en islam sunnite, une force, hein, et l'Arabie Saoudite va devenir, dans les siècles qui suivent, un peu le nouveau phare de cette école hanbalite qui, tout au long de l'histoire de l'islam, en fait, avait été une école plutôt minoritaire. Donc voilà le message d'Abd al-Wahhab, un message très conservateur, un message qui redéfinit sur une base exclusiviste l'orthodoxie islamique. Et donc c'est ce message que Mohammed Ben Saoud, le fondateur de la dynastie Saoud, va épouser en s'alliant avec le prédicateur. Ils vont former une alliance, on peut appeler, avec une métaphore empruntée à une autre tradition, celle du sabre et du goupillon. Vous avez les deux, la force du message et puis la force de l'épée. Et donc, c'est ça qui va permettre cette aventure de construction étatique qu'est l'État saoudien. C'est sur cette base qui va se construire, c'est avec la prétention à diffuser cet islam des origines par le combat, souvent par le djihad, hein, et l'État saoudien va se construire par une entreprise de conquête territoriale légitimée par la religion, contre des musulmans qui, du point de vue des partisans d'Abd al-Wahhab, ne sont plus musulmans, donc qui, d'une certaine manière, sont des cibles légitimes de djihad. C'est comme ça que va se construire l'État saoudien. Le mode d'articulation du politique et du religieux qui en découle est assez original. Parce que vous avez une forme de partenariat entre un clerc et un prince qui va donner naissance à un État que moi j'appelle bicéphale. C'est-à-dire que vous allez voir naître à partir de ce pacte original deux élites distinctes, les princes qui sont la famille Saoud et les oulémas qui sont les partisans, les défenseurs de la doctrine wahhabite, et les uns et les autres qui s'organisent selon une logique qui équivaut à une forme de partage des tâches. Et ça, c'est là que le modèle saoudien est très original. Parce que, alors, les Saoudiens s'en réclament à partir des textes d'Ibn Taymiyyah, du traité de droit public d'Ibn Taymiyyah, Sharia, qui est la base légale que les Saoudiens utilisent pour entrer dans les détails de la doctrine d'Ibn Taymiyyah, mais ils se réclament d'un précédent au moins théorique dans l'histoire islamique pour construire ce système. Et c'est un système qui donc donne le pouvoir politique au prince et donne le pouvoir religieux aux oulémas. Ce que ça veut dire, c'est que chacun, d'une certaine manière, a son domaine réservé en Arabie Saoudite. Les princes gouvernent, et dans leur gouvernement, ils jouissent d'une très grande autonomie par rapport aux oulémas. Hein. Les oulémas en Arabie Saoudite ne critiquent pas, les oulémas officiels, on va voir tout à l'heure, il y a les moins officiels, mais les oulémas du clergé wahhabite ne critiquent pas les décisions du pouvoir politique. Le pouvoir politique est donc libre de gouverner comme il l'entend. Les oulémas considèrent qu'il le fait pour le bien du pays et donc pour le bien de l'islam, on pose la question. C'est l'Omara Adrab al-Maslaha, comme ils disent, hein, les princes sont ceux qui comprennent le mieux le bien public, donc s'ils sont en charge du bien public, qui est un concept qu'on retrouve dans le fiqh, hein, qui est un concept aussi en islam qui est très présent dans la doctrine juridique. Et en échange, les oulémas sont seuls maîtres de la définition de la norme religieuse, et cette norme religieuse, elle doit s'appliquer dans la société saoudienne. Elle s'applique à travers d'ailleurs un bras armé qui est ce qu'on appelle en Arabie Saoudite le comité ou la commission pour la promotion de la vertu et la prévention du vice, qui est ce qu'on appelle un peu facilement la police religieuse, qui porte ce nom en Arabie Saoudite. C'est la police religieuse. Et donc cette police religieuse
son rôle, c'est d'imposer, de faire appliquer la norme religieuse dans la société. Donc, si vous voulez, vous avez un partage des tâches, pour le dire plus simplement. Les oulémas sont en charge de la société, et les princes sont en charge de la politique. Et chacun respecte, historiquement, l'autonomie de l'autre. Ce qui explique un certain nombre de ce qui peut apparaître comme des contradictions de l'Arabie Saoudite. Quand l'Arabie Saoudite, en 1945, décide de sceller cette alliance avec les États-Unis, au moment du fameux épisode de la rencontre entre Roosevelt et le roi Abdelaziz, qui va être le début de cette relation étroite entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, eh bien, les oulémas ne protestent pas, parce qu'ils considèrent que c'est la prérogative des princes que de faire de la politique étrangère. Et que si les princes l'ont fait, entre guillemets, c'est qu'ils avaient une bonne raison de le faire. Donc, vous avez deux domaines réservés, vous avez deux élites distinctes. C'est assez fascinant de regarder comment se constituent ces deux élites. Alors, l'élite politique, c'est assez simple, c'est la famille Saoud. L'élite religieuse, vous y retrouvez les descendants de Mohammed bin Abdel Wahhab. Le grand moufti actuel d'Arabie Saoudite est un arrière-arrière-arrière-petit-fils de Mohammed bin Abdel Wahhab. L'Arabie Saoudite, ils portent un nom, cette famille, ils ont un nom qui leur a été donné de manière honorifique. Ça s'appelle les Al-Sheikh, les descendants du Cheikh. Le Cheikh avec un L majuscule, c'est le Cheikh fondateur. Et puis vous avez aussi cette élite religieuse qui est composée d'autres grandes familles. Vous allez voir les Al-Qadi, les Al-Fawzan, toute une série d'élites religieuses qui s'apparentent, je reprends ici les termes d'un collègue Nabil Mouline qui est très sur ça, s'apparentent à une forme d'aristocratie religieuse qui contrôle le domaine du savoir et de sa mise en application dans la société. C'est un système qui, pour le dire de manière un peu provocante, représente, je appelais ça par le passé, une forme de sécularisation paradoxale. Paradoxale parce qu'évidemment la société saoudienne est tout sauf sécularisée, mais dans les structures de l'État saoudien, vous avez une claire séparation. Séparation contre-intuitive, séparation qui, malgré tout, est enrobée par un récit religieux, c'est pas la question, mais c'est vrai que les princes en Arabie Saoudite ont une marge de manœuvre qui est énorme dans leur contrôle des affaires de l'État, en tout cas des affaires politiques de l'État. Et même en Arabie Saoudite, vous avez quelquefois une duplication des structures. L'Arabie Saoudite est un pays qui, historiquement, a deux polices. Une police qui est la police qui relève de l'État et donc des princes, du politique, et une police religieuse qui relève de l'autorité des oulémas, qui, en général, d'abord, ne traitent pas des mêmes questions, donc n'entrent pas en conflit, mais peuvent entrer en conflit de temps en temps. Moi, j'ai vu des cas, je raconte parfois une anecdote que j'ai vue de mes yeux, je reviendrai un peu sur ça, mais c'est pour vous montrer qu'il peut y avoir des zones de friction, elles existent, et on va revenir sur ces zones de friction. Séparation, qui dit séparation, dit zone de friction. Au début des années 2000, Abdallah, qui va devenir roi et prince héritier, c'est après le 11 septembre, il décide une ouverture en direction des chiites du royaume, qui jusque-là était réduit au statut de citoyen de seconde zone. Vous avez ce qu'on appelle le dialogue national, et le pouvoir politique, pour donner des gages d'unité nationale et aussi projeter à l'étranger l'image d'un islam plus ouvert que normalement la réputation des Saoudiens, eh bien Abdallah décide de laisser les chiites de la province orientale célébrer Ashura, qui est la grande fête religieuse chiite, dans les rues. C'est très visible la célébration de Ashura. Et moi qui fais du terrain à l'époque, je me trouve dans cette scène tout à fait étonnante d'une procession de Ashura dans un village chiite saoudien, protégée par la police, c'est-à-dire par ceux qui relèvent des princes, puisque c'était une décision princière de laisser les chiites célébrer Ashura, avec de l'autre côté les camions de la police religieuse qui sont séparés des manifestants, c'est-à-dire des chiites qui célèbrent, par la police. C'est-à-dire que là, vous avez... alors, ils ne s'en sont pas venus aux mains, mais c'est très intéressant de voir que là, vous avez deux logiques qui s'affrontent. La police religieuse qui veut absolument empêcher que sur le territoire des deux lieux saints, les chiites commettent des hérésies, telles qu'ils l'entendent, parce que pour un ouléma wahhabite, évidemment, il n'y a rien de plus hérétique que la célébration d'Ashura par les chiites. Et puis vous avez de l'autre côté la police qui, elle, applique les décisions politiques, et en l'occurrence, Abdallah à l'époque avait considéré que c'était bien pour l'Arabie Saoudite politiquement que d'autoriser ces chiites à célébrer leur fête, puisque c'était pour montrer qu'on était plus ouvert religieusement que ce qu'on avait pu dire. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a parfois des zones de friction. Donc ça c'est le modèle idéal typique, si vous voulez, de l'État saoudien. Les oulémas,
dans ce système, contrôle énormément de choses, hein, malgré tout. C'est pas de la société. Concrètement, j'ai parlé de la police religieuse, mais historiquement, et jusqu'aux années 50, il contrôle l'enseignement, puisque l'enseignement est donné par les clercs, et puis il contrôle les tribunaux. La justice est une justice religieuse en Arabie Saoudite. En théorie, il n'y a pas d'autre forme de justice que le droit religieux. Avec cette particularité de l'État saoudien que la charia, la norme religieuse, n'y est pas codifiée légalement. Ça, c'est une particularité de l'Arabie Saoudite. C'est un État qui n'a pas de code de loi, en particulier en droit pénal. Un juge saoudien juge à partir du Coran et de la Sunna, en théorie. Il n'y a pas de logique d'application d'une jurisprudence. Alors, en vérité, les oulémas saoudiens, très souvent, font de la jurisprudence, ils vont regarder ce qui s'est fait avant, ils vont regarder les livres de fiqh, mais ils n'y sont pas tenus. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il faut... la théorie de la justice saoudienne est qu'on s'appuie sur le Coran et la Sunna et on ne codifie pas le droit. C'est une question, en fait, qui est une question de pouvoir essentiellement. C'est-à-dire que les oulémas considèrent que si vous codifiez le droit, vous le soustrayez au domaine religieux. C'est-à-dire que pour être juge en Arabie Saoudite, il faut avoir suivi un cursus religieux plein. Il faut être un spécialiste du Coran et de la Sunna. L'idée des oulémas, encore dans cette résistance à la codification du droit, c'est que si vous codifiez le droit, vous pouvez former des juges qui deviennent des techniciens du droit. Je prends souvent cette métaphore. Pour devenir juge ou avocat en France, vous ne faites pas 15 ans de philosophie du droit. Vous prenez 2 cours de philosophie du droit, puis ensuite vous apprenez la pratique du droit. Juriste, je sais qu'il y a Baudouin Dupré qui en sait plus que moi sur cette question, mais en Arabie Saoudite, effectivement, il faut avoir fait un cursus religieux entier pour devenir... Et l'obsession des oulémas, c'est que si on leur soustrait ce domaine, c'est-à-dire qu'on codifie la loi, on codifie la charia, ça va devenir quelque chose qui va être accessible à tous, et donc qui va leur échapper in fine. Et donc qui va... une forme de sécularisation, là encore, sur laquelle, là, par contre, ils sont très opposés. Donc ça va être une question, d'ailleurs, qui va revenir souvent dans le débat saoudien, cette question de la codification, et les oulémas vont toujours s'y opposer. Et jusqu'à aujourd'hui, le droit saoudien n'est pas codifié. Donc c'est un système assez original qui se construit donc sur la base de ces 2 pôles. Alors en vérité, au XXe siècle, le politique va commencer à prendre plus d'importance que le religieux, en tout cas plus de pouvoir. Ce qui va permettre aux politiques de gagner en pouvoir sur le religieux, c'est essentiellement l'arrivée du pétrole. Parce que l'arrivée du pétrole va donner aux princes qui contrôlent les cordons de la bourse une capacité d'influence sur leurs grands partenaires religieux qu'ils vont évidemment utiliser pour essayer de l'influencer en particulier et de le mettre sous contrôle. Ça va se faire, alors l'arrivée du pétrole en Arabie Saoudite, c'est les années 30. À partir des années 50, ça commence à devenir quelque chose ça procure des revenus conséquents. Vous avez dans les années 50 la construction d'un État avec les institutions qu'on connaît, hein, qui se construit sur le mode de tous les États modernes de la région, une bureaucratie, une organisation ministérielle, etc., ce qui n'est pas le cas avant les années 50. Et puis, très vite, une volonté des princes d'organiser le religieux. Organiser le religieux, ça veut dire en particulier donc mettre en ordre de bataille les oulémas, nommer des chefs qui deviennent donc des représentants nommés par le politique de l'autorité religieuse, avec une fonctionnalisation des oulémas, puisque dès lors, avec la construction de cet État, les oulémas dépendent de l'État saoudien pour leurs revenus, ils sont payés par l'État saoudien, c'est-à-dire par les princes. Et donc vous avez une forme de fonctionnalisation, voire de clientélisation d'une partie du clergé qui va se faire à partir de cette époque. En 71, les Saoudiens, le pouvoir saoudien, crée ce conseil des grands oulémas, et qui plus tard va s'adjoindre une autre fonction qui est celle de grand moufti. Donc le conseil des grands oulémas, c'est une vingtaine d'oulémas nommés par le roi, et le moufti, il est le premier de ces grands oulémas. Une structure, certains chercheurs avaient parlé d'une sorte de Vatican wahhabite, vous avez un pape et des cardinaux. Donc une structuration verticale
de l'autorité religieuse, qui permet aussi au pouvoir, évidemment, d'intervenir en nommant les individus qui lui conviennent. Donc, ça va provoquer, évidemment, un contrôle accru, on va dire, du politique sur l'institution religieuse. Contrôle accru qui va pas faire, qui ne se traduit pas nécessairement par une réduction des prérogatives des oulémas. En fait, au contraire, ce qui se passe dans les années 70, ce qui est assez fascinant, dans les années 60, c'est que, à mesure que le politique accroît son contrôle sur les oulémas en Arabie, pour compenser leur perte relative de pouvoir ou d'autonomie, le politique leur donne en échange la possibilité de diffuser le message à l'étranger. Et le prosélytisme en Arabie Saoudite, il faut bien comprendre qu'il joue un rôle dans les équilibres internes. C'est pas parce que les princes sont nécessairement prosélytes par nature, parce qu'en vérité, c'est pas la question pour les princes, la question est souvent une question politique, de survie politique, de jeu politique. Mais il y a un facteur qui va compter énormément, qui est celui de mettre à disposition des oulémas toutes ces ressources matérielles, financières, qui sont celles de l'État saoudien, pour compenser, là encore, leur perte d'influence en interne, par la possibilité de faire ce que font des oulémas, c'est-à-dire de prêcher le message à l'étranger. Et donc vous allez voir, à partir des années 60, la naissance de toutes ces institutions, qui sont l'Université islamique de Médine. L'Université islamique de Médine naît en 1961. On y forme des imams qui sont accueillis avec des bourses de l'État saoudien, qui donc apprennent la doctrine et le fiqh tel qu'il est enseigné en Arabie, et puis repartent idéalement dans leur pays d'origine pour porter le message. Et comme c'est avec un système de bourse, ça va attirer les étudiants, et ça va beaucoup fonctionner dans les pays, en Afrique par exemple. Les étudiants sont demandeurs d'études payées, et il y a beaucoup d'Africains qui, évidemment, compris d'ailleurs certains qui ne sont pas du tout wahhabites, et d'ailleurs qui nécessairement ne vont pas revenir wahhabites. J'ai quelques amis qui ont étudié à l'Université de Médine, qui étaient soufis en partant, qui étaient soufis en venant. Donc ça ne marche pas à tous les coups, il faut imaginer aussi que les acteurs, ils ont une agency, comme on dit en anglais. Les acteurs ne sont pas nécessairement on ne peut pas les manipuler facilement. Il y en a qui vont parce qu'ils sont croyants, ils sont à côté de la Mecque et Médine, c'est important pour un croyant à côté de la Mecque et Médine. Pendant 5 ans, ils écoutent des enseignements qui leur parlent, pour certains moyennement, puis ils repartent sans être convaincus. Ça arrive aussi. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de cas, ça va effectivement produire un certain nombre de gens qui vont partir à l'étranger ensuite et qui vont être des porteurs de la doctrine. Et puis, un an plus tard, en 62, c'est la création de la Ligue islamique mondiale. Islamique mondiale aussi est l'un de ces organes qui sert à l'exportation de l'islam saoudien et qui, à mon avis, il faut la comprendre encore dans ce jeu entre le pouvoir politique et les oulémas. Donc la dynamique d'exportation, elle va être importante, elle va mobiliser énormément de ressources. Les Saoudiens vont mettre des dizaines de milliards de dollars sur toute la période dans cette exportation. Mais là encore, essentiellement, dans un jeu d'échange interne avec les oulémas, plus qu'autre chose, à mon avis. Donc ce système fonctionne bien. Il va être un peu bouleversé dans les années 60-70. Parce que vous allez voir l'émergence de ce que j'appelle les islamistes dans mon livre. C'est-à-dire des gens qui partagent la doctrine wahhabite sur les questions de dogme, mais qui vont se distinguer des oulémas officiels par une politisation que les oulémas officiels rejettent. Il va apparaître un clergé politisé, pour simplifier, qui va se distinguer du clergé officiel, qui considère qu'il ne faut pas faire politique. Se contente d'approuver ce que font les princes. Le clergé officiel dit, dans le pire des cas, faites du nasir, c'est-à-dire vous allez en privé, mais on ne se pose jamais. Là, vous voyez apparaître, dans les années 70 en Arabie, une parole religieuse politisée, de gens qui contestent la politique des princes, contestent l'idée même qu'il existe une séparation entre les deux domaines, contestent l'idée même que les clercs n'ont pas à parler de politique. Alors l'apparition de ces oulémas, elle est essentiellement le résultat de la dynamique, si vous voulez, d'ouverture de l'Arabie Saoudite au monde musulman. Dans les années 50-60, curieusement, on a souvent cette image de l'Arabie Saoudite comme un exportateur d'islam.
dans les années 50 et 60, l'Arabie Saoudite est un importateur d'islam. Et là, il faut inverser la perspective. Ce qui se passe dans les années 50 et 60, c'est que l'Arabie Saoudite, dans la logique des conflits de l'époque, c'est la guerre froide arabe entre Nasser et les partisans du nationalisme arabe et des gauches arabes qui prennent le pouvoir dans un certain nombre de pays de la région, l'Égypte, puis la Syrie, puis l'Irak. Eh bien, ces gens-là sont vus par Riyad comme étant des ennemis jurés, une menace existentielle pour le royaume saoudien. Cette analyse est en gros partagée par les Américains, puisque la guerre froide arabe est aussi une traduction régionale de la guerre froide au niveau global. Nasser est un allié des soviets, donc les Américains vont miser sur l'Arabie Saoudite pour contrer l'influence de Nasser. Et donc vous allez avoir, si vous voulez, une alliance des conservateurs autour de l'Arabie Saoudite. D'une certaine manière, ce qui se passe dans les années 50 et 60, pour reprendre le slogan des communistes, c'est vraiment islamiste de tous les pays, unissez-vous. Faites bloc contre la menace de ce nationalisme arabe soutenu par l'Union soviétique. Et donc l'Arabie Saoudite va ouvrir ses portes à tous les conservateurs, entre guillemets, persécutés par les régimes nationalistes arabes, qui sont pour beaucoup des islamistes de différents courants. Vous allez retrouver les frères musulmans égyptiens, les frères musulmans syriens, les frères musulmans irakiens. Vous allez voir passer la Jamaat islamique du Pakistan. Vous allez voir passer les Al-Hadith d'Inde, qui avaient déjà des rapports par le passé avec les... Enfin, vous allez voir l'Arabie Saoudite qui va devenir une sorte de melting pot de tous les courants qui animent l'islam de l'époque et qui, pour beaucoup, sont des courants politisés. Et ces courants, ils vont se faire une place dans le système saoudien. C'est en particulier le roi Faisal, qui va régner jusqu'en 1975, qui est le grand ordonnateur de cette politique, ce qu'il appelle At-Tadamun al-Islami, la solidarité islamique. Et ces étrangers qui arrivent en Arabie Saoudite, qui sont pour la plupart des exilés, ils arrivent à une époque où l'État saoudien a souvent besoin de cadres et ils vont se retrouver pour beaucoup employés dans l'État saoudien. Vous allez voir des frères musulmans égyptiens qui se retrouvent conseillers du prince, qui se retrouvent doyens de tel département. Donc toute une rhétorique qui est celle des frères musulmans, qui est une rhétorique beaucoup plus politique que celle des frères musulmans, finalement, quand on regarde, se préoccupe assez peu de débats théologiques. Ce qui les intéresse plutôt, c'est cette rhétorique politique de construire ce que les frères musulmans appellent l'État islamique pour faire pièce à l'hégémonie occidentale, et à l'hégémonie européenne, mais aussi occidentale. Et donc un discours qui est évidemment beaucoup plus politique, qui va s'introduire dans le système saoudien à travers ses influences externes. Et ces influences, elles vont produire en Arabie Saoudite l'émergence d'une génération de Saoudiens qui émergent dans les universités où enseignent beaucoup de ces étrangers, et donc la naissance d'un mouvement social qui s'appelle la Sahwa. La Sahwa, c'est-à-dire le mouvement du réveil islamique, Sahwa al-Islami, c'est comme ça que les Saoudiens les désignent, qui est, pour le dire rapidement, un mouvement frérot-wahhabite, si vous voulez. C'est-à-dire des gens qui partagent les fondamentaux de la doctrine wahhabite ou salafiste sur des questions de dogme, mais qui, sur les questions politiques, sont beaucoup plus en phase avec les frères musulmans. C'est-à-dire avec l'idée d'une parole politique sur le religieux, ou à partir du religieux. Et donc le mouvement de la Sahwa, évidemment, il va se développer. Au départ, le pouvoir saoudien laisse faire, pour des raisons que je ne vais pas revenir, mais vous avez toute l'émergence de ce mouvement politisé. Les universités saoudiennes connaissent un peu ce que connaissent en vérité les universités égyptiennes des années 70, même si ça passe un peu inaperçu. Le mouvement de la Sahwa, il est aussi, in fine, en confrontation avec les oulémas officiels. Puisque là, les oulémas officiels, du point de vue de la Sahwa, n'ont pas à s'interdire de parler de politique. Et en le faisant, en vérité, ils se rendent complices. Donc le clash, la confrontation, elle va arriver en 1990, avec l'invasion du Koweït par Saddam Hussein, et l'appel fait par le roi Fahd d'Arabie Saoudite à des troupes américaines pour stationner en Arabie Saoudite, puisque c'est depuis l'Arabie Saoudite que sera libéré le Koweït autour de l'opération, au moment de l'opération Tempête du désert. Et cette présence américaine en Arabie Saoudite, c'est elle qui va d'une certaine manière servir de déclencheur à la confrontation. Les oulémas politisés, les gens de la Sahwa, ils ont déjà dès la base un problème avec l'alliance avec les États-Unis. Ils considèrent que les oulémas n'auraient jamais dû tolérer cette alliance. Cette alliance, elle est contraire à l'islam, parce que comment peut-on s'allier, disent les oulémas de la Sahwa, avec un État américain qui par ailleurs commet toutes sortes de crimes contre les musulmans, etc. Vous voyez ce discours-là chez les oulémas de la Sahwa.
Hein, on ne peut pas séparer le religieux du politique, ou les enjeux religieux des enjeux politiques. Et 90, c'est donc un moment qui ajoute d'une certaine manière à la crise, puisque là, c'est plus seulement l'alliance avec les États-Unis, c'est la présence physique sur le sol saoudien de centaines de milliers de soldats américains et de soldates aussi américaines. Et donc ça va mener à un épisode de confrontation entre la Sarwa et l'État saoudien, qui va durer plusieurs années, qui va se traduire par quelques manifestations de rue, des prêches enflammés contre le pouvoir dans les mosquées saoudiennes, des pétitions qui circulent pour contester le pouvoir de la famille royale, avec un discours qui à la fois s'en prend à la présence américaine, mais aussi appelle à des réformes radicales du système saoudien. Donc un discours politisé qui entre dans une logique, là encore, d'affrontement avec le pouvoir. Ça va se terminer en 1994 par une vague de répression assez brutale qui va envoyer en prison un certain nombre de milliers de partisans de ce mouvement, et le pouvoir saoudien reprend le contrôle. Et cet épisode, il est fondamental pour comprendre la suite. C'est pour ça que je reviens dessus, parce qu'il est fondamental pour voir comment va s'organiser le champ religieux en Arabie Saoudite après ça. La fin des années 90, donc la deuxième partie des années 90, c'est une période où tous ces contestataires sont en prison. Et puis à la fin des années 90, ils sont libérés petit à petit par le pouvoir, qui, dans une logique très saoudienne, essaye de les réintroduire dans la société, tout en négociant avec eux. Le pouvoir saoudien est un pouvoir qui, traditionnellement, est un pouvoir qui négocie avec ses opposants. Et vous remarquez qu'en 1994, il a fallu 4 ans pour que des contestataires finissent en prison. Sur cette image, le pouvoir saoudien est un pouvoir qui est tout entier construit sur l'idée, un peu une sorte de paternalisme politique, si vous voulez. En Arabie Saoudite, on n'est pas dans un état mukhabarat à l'égyptienne ou à la syrienne, où si vous contestez, vous allez en prison, vous disparaissez quelquefois et on n'entend plus parler de vous. En Arabie Saoudite, il y a toujours cette idée qu'on est une société construite autour de tribus, où finalement tout le monde appartient à une famille, à une tribu, on est toujours partie prenante d'un groupe social, pouvoir négocier quelquefois quand il y a un opposant avec la famille, avec la tribu, pour essayer de ramener à la raison les opposants. Donc le pouvoir revient à sa logique assez claire de négociation, en essayant de réintroduire ses contestataires dans les années 2000. Et donc tous ces oulémas, contestataires, redeviennent des acteurs du jeu religieux saoudien, avec, pour l'essentiel, la plupart d'entre eux acceptent d'arrêter de faire des critiques de l'État saoudien. Ils continuent à parler politique, mais ils vont parler de Palestine, ils vont parler de l'Irak à partir de 2003. Mais le deal, si vous voulez, avec le pouvoir saoudien, c'est que vous pouvez regagner une présence publique, mais vous ne critiquez plus directement le politique, en échange de quoi on vous laisse reprendre vos activités. Et donc vous avez toute une partie de ces oulémas contestataires qui vont se retrouver de nouveau, vont retrouver leur poste à l'université, d'autres qui vont monter des fondations, des sites internet, produire des magazines, qui très vite d'ailleurs vont aussi entrer dans le monde des réseaux sociaux, où ils exercent, un certain nombre d'entre eux vont exercer une influence colossale. Je ne vous parle pas d'un micro-mouvement, je vous parle de gens qui aujourd'hui ont pour certains 10, 15 ou 20 millions de followers sur Twitter. Ce n'est pas des gens qui amassent avec un discours qui est un discours politique, mais voilà, qui évite certaines lignes rouges, on va dire. Et c'est ça le deal avec le pouvoir saoudien. Alors, dans les années 2000 aussi, malgré tout, vous avez des groupes qui sont minoritaires, mais qui très vite en fait, vont renouer avec l'opposition des années 2000, qui sont aussi issus de ce salafisme contestataire, ce wahhabisme contestataire, on peut employer un terme ou l'autre. Évidemment, vous avez les djihadistes. Ben Laden, Osama Ben Laden, se réclame d'un certain nombre de ces oulémas. Début des années 90, au moment de cet affrontement avec le pouvoir, jusqu'en 94, ça c'est un épisode fondateur pour Ben Laden. Et Ben Laden en fait passe à la violence après ça, et il la justifie en disant on a essayé de réformer l'Arabie Saoudite par des moyens pacifiques, ça ne marche pas, donc c'est ça qui, selon lui, dans son discours, va justifier l'usage de la violence. Et il ne faut pas oublier que Ben Laden est un opposant saoudien avant de devenir le partisan d'un discours de djihadisme global, anti-américain, etc. Mais l'histoire commence avec une opposition à la famille royale saoudienne. Laden, il est déchu de sa nationalité saoudienne en 1994, précisément. Donc l'opposition de Ben Laden à la monarchie saoudienne, elle est ancienne. Et c'est vrai qu'à partir de 1996, un certain nombre de ces djihadistes
vont suivre un parcours qui va les mener à considérer que plutôt que d'attaquer l'Arabie Saoudite, il faut s'attaquer aux protecteurs de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire aux États-Unis. C'est comme ça que, d'une certaine manière, de leur opposition à la monarchie saoudienne, ils vont passer à l'opposition aux États-Unis, et la focalisation sur les États-Unis. Donc il y a aussi ces gens-là dans les années 2000, hein, des gens qui renouent avec la politique de manière djihadiste. Et puis dans les années 2000 aussi, hein, parce que ce serait trop simple sinon, vous avez un certain nombre de ces oulémas politisés qui vont au contraire prendre le contre-pied avec un discours qui essaye de faire ce que font un peu certains courants des frères musulmans à l'étranger, qui se veut un discours, on va dire, islamo-démocrate. Vous allez trouver chez eux un certain nombre de figures qui, dans les années 2000, se veulent les porteurs d'un projet de ce qu'ils appellent la monarchie constitutionnelle, avec un discours qui reste un discours politique, un discours de contestation, mais un discours qui est beaucoup moins radical que celui des années 90, mais qui demande une réforme profonde du système saoudien, avec une constitution, un parlement. Ils vont signer toutes sortes de pétitions à partir de 2003. Vous avez au moins une dizaine de pétitions dans les années 2000, signées par des figures qui ne sont pas négligeables hein, de ce mouvement. Abdel Al-Hamed, on y reviendra, qui est aujourd'hui en prison, qui a pris 15 ans de prison en 2013. Abdel Al-Hamed, qui était un personnage important de la contestation des années 90, qui dans les années 2000 produit toute une littérature sur la monarchie constitutionnelle, la société civile, évidemment vue à travers un prisme religieux, mais même en relisant en vérité l'histoire du salafisme, ce qui est tout à fait fascinant, c'est que en Arabie Saoudite, les oulémas officiels, le discours religieux officiel, se réclame de l'islam des premiers musulmans, puisque c'est ça la rhétorique officielle, c'est l'islam des origines, l'islam des premiers musulmans. Et vous avez trouvé chez Abdel Al-Hamed, par exemple, tout un travail historiographique, qui consiste à dire, en fait, peut-être que les salafs, c'est-à-dire les pieux ancêtres, n'étaient pas exactement comme l'historiographie officielle wahhabite voudrait nous faire croire qu'ils étaient. Ben non, en fait, ils n'étaient pas tous d'accord, d'abord, parce que toute une idée de la doctrine salafiste, c'est qu'on peut les prendre comme guides, ce qui implique qu'il y avait une relative consensus entre eux. Al-Hamed va dire, ben non, en fait, il y avait des conflits entre eux. Donc les conflits sont légitimes en islam, on peut avoir des opinions différentes. Et même il va dire, il y avait une société civile à l'époque du prophète, puis il y avait des partis, alors il va expliquer que les Ansar et les Muhajirun, pour ceux qui ici connaissent les termes, à la fois les émigrés de la Mecque et ceux qui les accueillent à Médine, qui ensuite vont effectivement être en concurrence les uns avec les autres dans les premières années de l'islam, ben en fait c'était des partis politiques, explique Abdel Al-Hamed. Et donc il y avait des partis politiques à l'époque des Saoudiens. Et donc c'est très intéressant, c'est que tout en gardant la même rhétorique qui est celle de l'âge d'or, hein, il faut garder ce modèle des origines qui doit nous servir de guide. Il va dire, mais en fait, peut-être que le modèle des origines n'est pas celui qu'on croyait. Peut-être qu'à l'époque, là encore du prophète, il y avait des désaccords, ces désaccords, ils étaient légitimes. Il y avait un principe de consultation, une forme de démocratie embryonnaire, va-t-il expliquer. Il va parler de Shura, mais il n'est pas le seul à le faire. On va retrouver ça dans d'autres courants islamistes, hein, de consultation. Et donc, sans jamais sortir de cette rhétorique de l'islam des origines, en fait, produire une doctrine qui est assez différente. Il a cité Ibn Taymiyyah, c'est passionnant, il va dire Ibn Taymiyyah, qui est l'un des inspirateurs de Mohammed bin Abdel Wahhab, sous la plume d'Abdel Al-Hamed, en fait, on découvre un autre Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah est un savant prolixe qui a produit une littérature extrêmement riche, et effectivement, on peut trouver différentes choses. Ibn Taymiyyah n'est pas réductible à l'image qu'en a le clergé officiel saoudien, qu'on va l'expliquer dans Ibn Taymiyyah, des citations qui justement vont dans un autre sens. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi tout un effort de relecture du corpus, par des gens, ça qui est toujours très intéressant en Arabie Saoudite, par des gens qui sont très bien formés religieusement, qui connaissent le corpus. C'est-à-dire que ce n'est pas nos réformateurs religieux, entre guillemets, à la noix, c'est pas l'imam Chalgoumi, c'est-à-dire que c'est des gens qui, pour prendre un au hasard, c'est des gens qui ont fait des études religieuses, qui connaissent le corpus par cœur, et qui donc vont utiliser leur maîtrise du corpus pour essayer d'en faire autre chose. Alors, ce mouvement, donc, il va exister tout le long des années 2000, il va être réprimé de temps en temps, le pouvoir, là encore, est plutôt dans une logique d'accommodement autant qu'il le peut, il y a des clashs quand même, mais voilà, donc vous avez, et c'est l'image que je vais vous donner aussi, une Arabie Saoudite où vous avez des débats dans les années 2000. C'est pas un État figé, c'est un État qui autorise l'existence de débats sociétaux
entre différents courants. Alors, une raison pour laquelle tout ça est possible, je suis pas revenu tout à l'heure, mais c'est que le système saoudien, j'ai parlé du politique et du clerc, mais le politique lui-même en Arabie Saoudite, il est divisé. Hein. Le politique, c'est tous ces princes qui, depuis 1953, c'est-à-dire la mort du fondateur de l'Arabie Saoudite moderne, hein, le roi Abdelaziz, ben, ce sont des princes qui gouvernent de manière conjointe, collégiale, hein, avec donc une quarantaine de princes en 1953, qui se partagent le pouvoir entre eux, qui chacun vont contrôler un fief au sein des institutions saoudiennes, hein, donc, qui le ministère de l'Intérieur, qui le ministère de l'Étrangère, qui le ministère de la Défense, qui deviennent autant de fiefs de ces différents princes, qui gouvernent ensemble. L'Arabie Saoudite est aussi un pays tout à fait unique par rapport à ses voisins, parce que ce n'est pas une monarchie absolue, c'est-à-dire verticale, mais c'est plutôt une monarchie horizontale, hein, où les princes décident ensemble et chacun contrôle un petit morceau de l'État. Hein. Ce qui s'est passé en 1953, c'est qu'on a coupé l'État saoudien comme un gâteau en autant de parts qu'il y avait de princes, et chacun a eu un ministère qui est en fait devenu un fief, mais qui lui permet aussi de posséder une parcelle de pouvoir dans l'État. Et donc, les décisions se sont toujours prises de manière consensuelle et collégiale entre ces différents princes. Le roi, dans le système saoudien, étant un primus inter pares, c'est-à-dire le premier parmi ses pairs, mais qui ne peut décider que dès lors qu'il a fait l'unanimité parmi ses frères, puisque ce sont tous des frères. Hein. Tous les rois en Arabie Saoudite, depuis 1953, sont des frères. Et donc, vous avez un système tout à fait étonnant qui va permettre, en fait, à la société de produire un minimum de pluralisme. Alors, très contraint, hein. On n'est pas en train de dire que le Saoudite est un État autoritaire, mais ces différents courants vont avoir des différents protecteurs. C'est ce qui est toujours très compliqué quand on essaie de lire l'Arabie Saoudite, c'est que, en fait, tous ces princes, effectivement, ils gouvernent ensemble, les décisions qui comptent, elles sont prises de manière consensuelle, mais chacun a ses favoris, chacun va protéger tel ou tel courant. Donc en Arabie Saoudite, il y a une forme de diversité qui va pouvoir exister, parce que le système lui-même est fragmenté, enfin, parce que l'État est fragmenté. De certaine manière, ça va permettre à la société, en s'accrochant aux différents pans de l'État, d'entretenir une certaine diversité entre les courants wahhabites les plus durs, les courants, on va dire, wahhabites un peu réformistes, dont je vous parlais tout à l'heure, islamo-démocrates, quelquefois même des courants libéraux. Hein. Vous avez en Arabie Saoudite de grands intellectuels qui ne sont pas du tout des religieux. Hein. Vous avez une littérature saoudienne en particulier que je vous recommande, avec des écrivains saoudiens qui sont tout à fait extraordinaires et qui n'écrivent pas du tout à partir d'une perspective religieuse. Si vous lisez quelqu'un comme Abdoukhal, qui est un grand écrivain dont un ouvrage s'appelle Les basses œuvres, a été traduit en français il y a quelques années, tout à fait extraordinaire. Puis, enfin, je ne veux pas la limiter à lui, elle est nombreuse cette littérature. Donc, toute cette diversité-là, elle va s'accrocher d'une certaine manière à la fragmentation du politique pour exister. Ça va permettre aussi aux contestataires eux-mêmes, finalement, de se trouver des protecteurs et d'exister en tant que contestataires, tant qu'ils ne dépassent pas les lignes rouges. Tout ça pour vous dire que c'est un système qui est complexe, qui est construit encore sur une forme d'horizontalité, qui permet l'existence à minima d'un pluralisme et même d'une forme de contestation. Tout ça va passer sur les réseaux sociaux à partir de la fin des années 2000, l'Arabie Saoudite étant le pays qui a le plus d'utilisateurs des réseaux sociaux par habitant au monde. Hein, les Saoudiens, enfin, vous trouverez rarement un Saoudien qui n'a pas un compte Twitter. Tous les Saoudiens n'ont pas un compte Twitter, ils ont une existence réelle, une existence virtuelle. Et on débat, en tout cas on débattait, on va revenir pourquoi je le mets au passé, mais on débattait assez librement sur les réseaux sociaux, là encore, en Arabie Saoudite. 2011, avec les printemps arabes, est une rupture, puisque vous allez avoir cette contagion qui va atteindre l'Arabie Saoudite. Alors on parle beaucoup de la petite minorité chiite de la province orientale qui a manifesté pendant plusieurs années, et ça a été effectivement un épisode important qui s'est traduit aussi par une répression qui a fait une cinquantaine de morts. Donc l'Arabie Saoudite s'est aussi tapée quand elle en a besoin, mais aussi à Riyad, chez tous ces courants issus du salafisme, du wahhabisme, vous allez aussi voir de la contestation à partir de 2011. Vous allez voir en particulier les, je ne sais pas comment les appeler, les islamo-démocrates, les salafo-démocrates, tous ces gens qui relisaient l'historiographie islamique pour essayer d'expliquer que les salafs étaient démocrates avant l'heure, parce que c'était un peu ça le projet, ces gens qui se manifestent après 2011 dans la foulée de ce qui se fait en Égypte et en Tunisie. L'Arabie Saoudite n'a pas été épargnée, on a souvent cette image qui a été épargnée, c'est faux. En février 2011, il y avait une pétition signée par 9000 personnes qui signent de leur vrai nom, qui s'appelle « Pour un État des droits et des institutions »,
Nahwa Dawlat al-Huquq wal Muassasat, où vous avez des gens qui sont des oulémas, qui sont des diplômés de sciences religieuses, qui parlent de droit et d'institutions, qui ne sont pas des termes a priori tout à fait classiques du discours, des oulémas wahhabites classiques. On a changé de registre. L'un d'entre eux, qui est un personnage important, qui s'appelle Salman al-Auda, a 14 millions de followers sur Twitter, et en 2012 va prolonger l'effort avec la publication d'un livre tout à fait étonnant, qui s'appelle As'ilat al-Thawra, Questions sur la Révolution, qui donc réfléchit sur les printemps arabes, et un livre qui mêle des citations de hadiths avec des références à Marx et à Tocqueville, où il fait une réflexion sur l'histoire et sur le mouvement de l'histoire, et en essayant de nourrir sa réflexion à la fois du corpus religieux, qu'il connaît très bien, et puis... donc, il se passe des choses, on n'est pas dans un religieux qui est figé. Le pouvoir saoudien, en 2011-2012, tolère encore. 2013, c'est vraiment un basculement. Et en fait, il y a deux basculements, 2013 et 2015. 2013, c'est un basculement parce que le pouvoir décide de s'en prendre avec une certaine brutalité à tous les contestataires, et en particulier les contestataires islamistes. Le pouvoir, alors, dès les années 90, on avait vu qu'il y avait eu des tensions avec les islamistes en Arabie Saoudite. On a souvent cette image d'une Arabie Saoudite qui soutient les islamistes partout, c'est pas vrai, c'est plus compliqué que ça. Jusqu'à la fin des années 80, vous avez une forme de fusion, la solidarité islamique de Faisal, ou islamistes de tous les pays, unissez-vous, ce que je parlais tout à l'heure. Le début des années 90 et la contestation est une première tension dans la relation entre l'islam politique et les Saoudiens, le pouvoir saoudien, puisqu'il y a eu cette contestation qui a duré 4 ans. Le pouvoir saoudien en veut beaucoup aux frères musulmans, il les considère comme responsables. Le pouvoir saoudien découvre aussi, et il ne cessera de le découvrir, que d'une certaine manière les islamistes, en fait, n'ont pas le même discours religieux que lui. Les islamistes, ils veulent précisément une fusion du politique et du religieux, ils ne veulent pas une séparation du politique et du religieux. Et donc petit à petit, le pouvoir saoudien s'était rendu compte que les islamistes, en vérité, étaient porteurs d'un projet qui était contraire au sien, et qui même était dangereux pour le sien, puisque se réclamant de la même ressource qu'est l'islam, mais pour le contester. Donc les tensions avaient duré, mais il y avait eu ces accommodements, etc. 2013, on revient à ce discours qui est les islamistes sont les bons. Et l'Arabie Saoudite va prendre donc va se ranger aux côtés des Émirats Arabes Unis, qui sont un pays aussi qui très tôt a une politique très anti-islamiste. Ils vont soutenir le maréchal Sissi, qui était à l'époque général, dans le renversement de Morsi. En fait, même les contacts sont pris bien avant le renversement de Morsi. Dès le printemps 2013, les Saoudiens ont décidé de se débarrasser de Morsi et ils vont apporter autant d'aide qu'ils le peuvent aux acteurs qui en Égypte ont fait la même décision. Et effectivement, vous voyez se construire cette coalition anti-Morsi en Égypte. Mais les Émirats et les Saoudiens se parlent avec ces gens-là. C'est pas pour rien que le général Sissi était attaché militaire à l'ambassade d'Égypte à Riyad. Hein. Donc si vous avez un personnage qui connaît bien les Saoudiens, c'est bien le général Sissi. Et donc à partir de 2013, vous avez d'un côté ça, c'est-à-dire en politique étrangère, une politique qui est beaucoup plus agressive par rapport aux islamistes, et puis en interne, un pouvoir qui décide de commencer à taper. Et donc les premiers visés, en vérité, à l'époque, ce sont plutôt les islamo-démocrates, qui sont ceux qui font peur. On est encore dans les printemps arabes, ce discours-là, il a montré qu'il pouvait avoir une forme de résonance dans d'autres pays de la région. Donc c'est le procès d'Abdel Al-Hamed en particulier, et de son compère Mohamed Al-Qahtani, et de l'association qu'ils avaient fondée, qui s'appelle l'Association saoudienne pour les droits civils et politiques, et qui sont condamnés avec de lourdes peines de prison, ce qui est assez inhabituel dans le système saoudien. Et puis, 2014, les Saoudiens classent les frères musulmans comme organisation terroriste, ce qu'avaient fait les Émirats l'année précédente. Donc là aussi, c'est un message qui est envoyé aux islamistes à l'étranger, mais aussi en interne. Donc on a un raidissement qui se fait dans les relations entre les deux. 2015 est un bouleversement parce que vous avez un changement à la tête du pays. C'est l'arrivée au pouvoir du roi Salman et à travers lui de Mohammed Ben Salman. Alors, ça c'est une rupture complète, il faut que je revienne un peu sur ce que ça signifie. Jusqu'en 2015, le système saoudien est un système de gouvernance collégiale que j'ai décrit. C'est un système donc, où le pouvoir est exercé par une famille et non par un individu, avec cette répartition des pouvoirs au sein de la famille dont j'ai parlé.
ce système, évidemment, il avait une date de péremption, qui était biologique, qui est que tout ça se construit à partir d'une fratrie, et à un moment, cette fratrie, ben, elle arrive à... les princes meurent les uns après les autres, vous avez un effet Union soviétique dans les années 80, où les rois sont de plus en plus vieux. À un moment, il faut passer à autre chose, on peut plus, ce système ne peut pas durer indéfiniment. Et donc, depuis un moment, effectivement, tout le monde savait qu'à un moment, le système allait devoir changer. On ne pouvait plus continuer à gouverner à partir d'une fratrie qui n'existe plus. Le problème, c'est que la famille royale saoudienne, la quarantaine de princes de 1953, aujourd'hui est passée à une quinzaine de milliers de personnes. Donc une famille où, effectivement, comment vous voulez mettre de la collégialité quand vous avez autant de monde? Si vous décidez de dire on va passer au petit-fils du roi fondateur, donc plus première fratrie mais leur fils, en réalité, les fils, ils sont à peu près 500. Parce que en Arabie Saoudite, on se marie plusieurs fois, on a beaucoup d'enfants, et donc vous avez aujourd'hui 500 princes de la génération de Mohammed Ben Salman. Donc, comment vous faites pour les distinguer les uns des autres? Comment vous faites pour trouver un principe qui permette de donner le pouvoir à l'un ou à l'autre? Et en vérité, ce qui va se passer, et ce que tout le monde attendait, c'est un coup de force. C'est-à-dire que celui qui allait se trouver au bon endroit, au bon moment, c'est-à-dire au moment de l'arrivée expiration du système et qui allait être en position de force, allait chercher à faire un coup d'État d'une certaine manière pour exclure un certain nombre de ceux qui jusque-là étaient inclus dans le pouvoir au profit d'une seule faction ou d'une seule lignée pour, là encore, recréer un système qui soit gérable. C'est ce qu'a fait exactement le roi Salman. Il est le dernier fils influent de son père, il est le dernier membre influent de la fratrie d'origine. Il a 82 ans, donc il n'est pas jeune. Il a 2-3 frères qui sont plus jeunes que lui, mais ses frères, traditionnellement, étaient des personnages assez marginaux dans la famille royale, donc il n'y a personne de sa génération qui peut le contester. Et donc il va utiliser son autorité de dernier membre de la fratrie, de patriarche aujourd'hui aussi de la famille, pour imposer la succession telle qu'il l'entend, et en particulier imposer sa propre lignée. Donc vous avez clairement à partir de 2015 une prise de pouvoir d'une lignée sur les autres. Et c'est ce que Mohammed Ben Salman fait depuis 2015, je ne vais pas revenir là-dessus parce que je suis sur le religieux, mais vous avez une exclusion graduelle de tous les autres clans de la famille qui jusque-là avaient compté. Les fils de Faisal exclus, les fils de Sultan exclus, Mohammed Ben Nayef exclu en juin dernier, le fils d'Abdallah, l'ancien roi, exclu, puisque arrêté dans la dernière purge anticorruption. Donc petit à petit, une neutralisation de toutes les factions au profit, en fait, pas seulement de la faction de Salman, mais d'un homme. Et c'est ça, en fait, la vraie nouveauté du système. C'est qu'aujourd'hui, Mohammed Ben Salman est en train de complètement modifier la nature même du régime saoudien. C'est dans ce sens-là en tout cas, et sans y donner une connotation particulière, c'est une révolution. C'est-à-dire qu'il est en train de redéfinir la nature du système. Aujourd'hui, Mohammed Ben Salman a accumulé entre ses mains l'essentiel des pouvoirs. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire récente de l'Arabie Saoudite, puisque le pouvoir était toujours réparti. Il a exclu tous les clans concurrents, il a nommé généralement des gens qui lui étaient des affidés tous les postes pour remplacer les factions qui étaient écartées, donc il a construit un exécutif qui est à sa botte. Lui-même, il est prince héritier, ministre de la Défense, président du Conseil économique et social, donc en charge de l'Aramco, qui est quand même le plus important en Arabie, puisque c'est de là que vient l'essentiel des revenus du pays. Donc, il est en charge de tous les domaines qui comptent. Et aujourd'hui, effectivement, on est en train de passer vers ce qu'un auteur américain appelait un one-man regime, comme un peu un one-man show, effectivement. On est passé, si vous voulez, on est en train de passer, on est déjà probablement passé, d'une forme d'horizontalité à une verticalité. Le projet de Mohammed Ben Salman, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, va même plus loin que ça en réalité. C'est-à-dire que Mohammed Ben Salman, non seulement il veut réorganiser la famille royale autour de sa personne, on va dire, le pouvoir autour de sa personne, c'est-à-dire passer d'une logique d'un pouvoir horizontal et collégial à une forme de verticale du pouvoir qui remonte jusqu'à lui. Mais pour parvenir à ça, il doit aussi non seulement casser les fiefs concurrents à la famille royale, mais casser tous les contre-pouvoirs qui existent en Arabie Saoudite. Et là, je vais revenir aux religieux. Parce que, qu'est-ce que vous avez comme contre-pouvoir traditionnellement? Vous avez effectivement les oulémas, et puis vous avez cette société qui, dans
ce petit pluralisme dont on parlait, ce pluralisme contraint, tous ces individus qui jusque-là, à travers la protection de tel ou tel, s'étaient quelquefois construit une vraie influence. Prenez encore sa manière-là, 14 millions de followers sur Twitter, un site internet qui est parmi les plus lus du monde musulman. Donc effectivement, il y a des voix en Arabie Saoudite qui étaient parvenues à s'attirer une audience, et des individus qui avaient accumulé une influence à côté de l'État et à côté du pouvoir de la monarchie. Donc le projet, alors le troisième autre contre-pouvoir qui existait, ce sont les hommes d'affaires, évidemment. Un certain nombre d'hommes d'affaires qui aussi avaient accumulé une richesse qui leur donnait du coup du pouvoir et de l'influence et donc de l'indépendance. Que ce soit des princes comme Walid bin Talal, mais aussi des roturiers comme Walid Ibrahim, Salah Kamel, enfin tous ces gens qui ont été arrêtés il y a un mois dans la fameuse purge anticorruption. Donc, depuis le début, il y a une volonté non seulement de casser les équilibres au sein de la famille au profit d'un homme, mais de casser les contre-pouvoirs. Et effectivement, depuis 2015, on voit, alors, d'un côté, un clergé qui a jamais été autant malmené. Une décision absolument, à mon avis, historique, quand on connaît l'histoire de l'État saoudien, elle remonte à 2016. C'est la décision de Mohammed Ben Salman de retirer à la police religieuse le droit d'arrêter les contrevenants. En fait, il leur coupe le bras. Que la police religieuse, aujourd'hui, en Arabie Saoudite, depuis 2007, elle ne peut que faire du nasiha. C'est-à-dire, en gros, dire dans la rue, vous ne devriez pas faire ça. Mais ils n'ont aucun moyen de coercition. Ce qui veut dire qu'en vérité, ils ne sont plus une police. Ils sont simplement... et en vérité, même, après 2016, on les a vus plutôt disparaître des rues de Riyad. C'est extrêmement important parce que la police religieuse était historiquement le bras armé du clergé, celui qui faisait appliquer la norme. C'est cette décision historique qui consiste à couper le bras du clergé. Et en 2017, le pouvoir qui va prendre un certain nombre de décisions très médiatisées, qui consiste à aller contre l'avis historique des oulémas wahhabites sur un certain nombre de questions, mais surtout à s'inviter dans un débat qui jusque-là relevait des oulémas. Le droit des femmes à conduire, la question de la musique, puisque les oulémas traditionnels en Arabie sont contre la musique, puisque dans leur conservatisme, la musique est considérée comme interdite. Les concerts, c'est encore pire, parce que non seulement c'est de la musique, mais en plus, s'il y a des hommes et des femmes, puis il y a de la mixité, donc la mixité aussi est interdite. Et c'est vrai que depuis 2017, Mohammed Ben Salman, sur tous ces sujets, prend des décisions qui, non seulement vont contre l'avis des oulémas, mais qui en plus s'ingèrent dans leur domaine réservé. D'habitude, c'est eux qui décident comment vit la société. Et là, ils décident, les femmes peuvent conduire, il y a des concerts, donc il a créé une autorité du divertissement. Tout ça est quand même une modernisation très organisée par le haut. Vous ne pouvez pas organiser votre propre concert, c'est l'État qui organise des concerts pour vous. Mais on est effectivement dans quelque chose qui est tout à fait étonnant et qui va contre des décennies, des siècles même, de pactes qui existaient entre la famille royale et les oulémas. Donc ça c'est assez révolutionnaire, il faut reconnaître. Dans le même temps, alors pour le moment il y a des questions qui n'ont pas touché. La codification de la charia, moi j'attends. Parce qu'elle n'est toujours pas codifiée. C'est intéressant. Il va falloir voir si il va dire quelque chose sur ça. Abdallah avait dit par le passé qu'il voulait codifier, il n'est pas réussi. Mais c'est un dossier qui n'a pas été trop abordé par Mohammed Ben Salman. On va voir. Ou la codification du droit. Les charia peut avoir. Enfin, on parle de droit ici, on ne parle pas de. L'autre chose qu'il fait en parallèle, c'est d'écraser toute cette société civile qui s'est manifestée, qui existe depuis, dont on a parlé, dans ses différentes composantes. Alors, évidemment, parmi eux, tous ceux qui se réclament du religieux, tout ce qui reste de cette sahwa, dans ses différentes composantes. Les sahwa, quand on dit sahwa, c'est ce mouvement des années 90, les oulémas politisés, on avait vu que certains étaient devenus très conservateurs, d'autres étaient même devenus djihadistes, d'autres étaient devenus islamo-démocrates, ça avait éclaté dans tous les sens. Pour le pouvoir, là aussi, il y a une volonté aujourd'hui de détruire cet islam politique saoudien. Et sans faire de distinction entre
les islamo-démocrates et les autres. On va même dire qu'en vérité, les islamo-démocrates étaient problématiques, parce qu'ils avaient une rhétorique qui, là encore, dans la logique printemps arabe, avait un certain soutien, et que donc, ils étaient évidemment menaçants. Donc, si vous regardez depuis ces dernières années, en Arabie Saoudite, vous avez des arrestations de personnalités très influentes qui se multiplient. En septembre dernier, ça a été rapporté, il y a eu 70 personnalités qui ont été arrêtées. Des gens qui, pour la plupart, avaient des comptes Twitter à plus de 100 000 followers, c'est pas rien, avec en gros 2 tiers d'islamistes et 1 tiers qui ne sont pas islamistes. Et dans les 2 tiers d'islamistes, vous avez à peu près toutes les composantes. Donc Salman al-Ouda, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, a été arrêté. On ne sait pas où il est, et tous les autres d'ailleurs pour le moment, on ne sait pas où ils sont. Ils ont été arrêtés donc, en septembre. Vous avez des très conservateurs qui ont été arrêtés, effectivement, et des gens qui étaient partisans d'une forme enfin, sur la doctrine, étaient vraiment des purs et durs. Donc il y a tout un spectre, si vous voulez, qui est aujourd'hui mis en quarantaine. Et puis des libéraux, Hassan Al-Zaman, qui avait un compte Twitter avec 1 million de followers, qui est un entrepreneur, un économiste, qui faisait des critiques tout à fait intéressantes sur l'économie saoudienne, qui avait critiqué en particulier la vision économique de Mohamed Ben Salman, qui considérait comme irréaliste, en prison. Un poète, pas du tout politisé, qui a, sur la crise du Qatar, eu le malheur de dire « ce serait bien qu'on se réconcilie », en prison. Donc on est quand même dans quelque chose qui, enfin, dans un surcroît d'autoritarisme, qui est en train aussi de faire disparaître ce pluralisme contraint dont on parlait. Et puis les hommes d'affaires, c'était la dernière opération, donc le dernier contre-pouvoir, l'opération la purge anticorruption, qui était une purge évidemment très sélective, je ne vais pas revenir dessus parce qu'on est sur le religieux, mais le système saoudien, la corruption était... je veux dire, c'était comme ça que ça fonctionnait en Arabie Saoudite. Tout le monde prenait des commissions. Il faut être clair, il n'y a pas d'opacité, mais il n'y a pas de transparence, pardon, il n'y a que d'opacité. Le secteur privé en Arabie Saoudite, il est un appendice du secteur public, de l'État. Les contrats que des firmes comme Ben Laden obtenaient, ils ne les obtenaient pas dans des appels d'offres transparents. C'était la proximité politique des uns et des autres et leur capacité à arroser les intermédiaires qui faisait qu'ils avaient les contrats. Mais c'est comme ça que le système a toujours fonctionné. Donc c'est une bonne chose de dire qu'effectivement, c'est pas bien que le système fonctionne comme ça, mais les arrestations d'il y a un mois sont évidemment politiques, au sens où, quand on décide de viser tel et tel et tel et tel, en fait, si on a choisi cela, c'est parce qu'on a une petite idée politique derrière la tête. Voilà. Donc, on est quand même dans un système qui est en train de changer radicalement. Je vais terminer sur 2 points. Quel est le projet de Mohamed Ben Salman? Mohamed Ben Salman dit on a des défis majeurs. Et il a raison, le diagnostic est bon. L'Arabie Saoudite fait face à des défis majeurs. À la fois en interne, il y a un problème économique qui est en train de se poser. L'Arabie Saoudite est déficitaire dans son budget de 90 milliards par an. Donc, vous imaginez le problème. Les prix du pétrole ne sont pas prêts de remonter. Donc il faut changer de modèle économique. La rente n'est plus suffisante, la population a augmenté, le modèle économique saoudien ne fonctionne plus. Et Mohamed Ben Salman, effectivement, elle mérite d'être absolument claire sur le diagnostic. De dire qu'il faut un nouveau modèle économique. C'est l'objet de cette vision 2030 que vous avez dû voir passer, qui, on pourra en parler très longtemps, mais ce n'est pas le sujet, enfin c'est écrit par des cabinets de consulting américains. Ça part de bonnes idées, mais on peut se demander si les gens qui l'ont écrit ont vraiment conscience des réalités saoudiennes, parce que quand on écrit ça à Boston, et que une partie des gens qui l'ont écrit ont une connaissance quand même de l'Arabie Saoudite qui est assez lointaine, et on voit effectivement qu'on essaye de plaquer un discours qui est un discours de ce que Mohamed Ben Salman lui-même a désigné dans un article de The Economist de révolution thatchérienne, sur un modèle économique comme le modèle saoudien. On peut effectivement se demander comment on va faire le passage de l'un à l'autre. Donc on a des questions qui se posent. Effectivement, il y a un défi, il y a une urgence. L'État saoudien, si le déficit actuel continue, dans 5 ans, est en faillite. Les Saoudiens ont 450 milliards de réserves de dollars, ils ont 80 milliards de déficit par an aujourd'hui. Donc il y a un problème. Le deuxième défi, c'est le défi régional. Et les Saoudiens, et Mohamed Ben Salman le premier, considèrent que l'Iran est une puissance expansionniste, que l'Iran les menace. Ça, c'est la grande obsession des Saoudiens. Que l'Iran, en fait, il y a même un
pourrait parler de complexe obsidional en fait, de l'Arabie Saoudite, qui considère que l'Iran est en train de l'encercler. Les Iraniens, alors là encore, je vous donne la lecture saoudienne, c'est pas la mienne, mais c'est évidemment plus complexe dans la réalité. Selon, si vous écoutez le pouvoir saoudien, les Iraniens ont pris le contrôle de l'Irak en 2003, donc ils ont fait la connexion avec la Syrie, le Hezbollah a pris le pouvoir au Liban, le Bahreïn, les Iraniens ont essayé de le stabiliser en 2011. Je ne suis pas d'accord avec cette lecture-là, mais c'est la lecture saoudienne, puisque eux, ils ne lisent la révolution du Bahreïn que comme un complot iranien. Et maintenant, l'Iran est au sud avec la Russie. Donc, il y a cette idée que l'Iran est une menace existentielle. Et donc, là encore, Mohammed Ben Salman construit toute sa rhétorique sur le mode on a besoin de prendre des décisions, il faut agir. Et donc, puisqu'il faut agir en interne et en externe, il faut casser tous les contre-pouvoirs, il faut qu'on ait les mains libres. Mohammed Ben Salman, de cette manière, justifie sa verticalisation du pouvoir par la nécessité d'un exécutif capable de prendre des décisions, qui ne soit pas en permanence soumis à des débats internes au sein de la famille, à des équilibres avec le clergé, à une société qui s'exprime et qui critique. Aujourd'hui, il y a cette idée que, d'une certaine manière, voilà, c'est l'appel aux armes. Et donc, comme disent les, comme on dit en arabe, la saute al-ma'raka, pas de voix au-dessus de la voix de la bataille. On est en guerre, et donc on est en guerre, tout le monde doit être en ordre de bataille. Donc effectivement, cet autoritarisme, il est justifié aussi par les défis. Alors, sur le religieux, la question religieuse, ce qui est intéressant, c'est que Mohammed Ben Salman la pose aussi beaucoup en termes économiques. Et je trouve que ça c'est assez malin. C'est-à-dire quand il donne l'autorisation des femmes à conduire, il dit c'est parce qu'on a besoin pour des raisons économiques. On a besoin que les femmes travaillent parce que c'est une partie de la main-d'œuvre qui, du coup, est un poids mort pour l'économie. Pour qu'elles travaillent, il faut qu'elles puissent se déplacer, donc il faut qu'elles puissent conduire. On a besoin de créer une industrie du divertissement, parce que les Saoudiens dépensent beaucoup d'argent pour se divertir à l'étranger. Et donc, il faut qu'on puisse se divertir en Arabie. Donc, on fait des concerts, etc. On va s'ouvrir au tourisme, parce qu'on a besoin des recettes du tourisme, mais là aussi, ça implique d'ouvrir la société. Donc, il y a toute une rhétorique économique qui est en train aujourd'hui, effectivement, de transformer le discours wahhabite. En tout cas, d'imposer à la monarchie un discours qui est aujourd'hui, enfin, en tout cas, la monarchie est en train d'essayer d'imposer un discours qui est radicalement différent de celui qu'on a entendu jusqu'à aujourd'hui. Avec, à la tête du clergé et à différents postes, des nominations de gens qui tiennent un discours, effectivement, qui est tout à fait en rupture avec ce que les Saoudiens ont toujours dit. À la tête de la Ligue islamique mondiale, c'est un personnage relativement jeune dans le clergé saoudien, qui s'appelle Mohamed El Aïssa, qui est aujourd'hui secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, et qui tient un discours tout à fait en rupture, qui vous dit la mixité, aucun problème, le droit des femmes à conduire, on aurait dû faire ça il y a des décennies, les chiites, ce sont nos frères musulmans, aucune... Bon, l'Iran, c'est un vrai problème, eux, etc., sur l'Iran, mais bon, l'islam, non, pas du tout. Le soufisme, aucun problème, ce sont nos frères, bon, il faut leur expliquer 2-3 trucs, mais il n'y a pas de problème. Donc vous avez un discours qui, effectivement, aujourd'hui, est en train d'entrer, est en train de changer d'air dans le discours saoudien. Alors, évidemment, la question est de savoir jusqu'à quel point tout ça irrigue une institution qui reste une institution très conservatrice. Pour le moment, c'est un changement par le bas. Ce qui est très intéressant, c'est que, et je vais terminer sur ce point, ce sera mon dernier point, vous avez eu cette déclaration, Mohammed Ben Salman, évidemment, est un grand communicant. D'une certaine manière, Mohammed Ben Salman est un homme de son temps, c'est-à-dire qu'il est à la fois... il fait de la com, il sait très bien le faire, il fait du populisme, mais il n'est pas le seul, que ce soit dans la région ou dans nos États à nous. Tout ça fonctionne assez bien, il est dans des répertoires politiques qu'on connaît bien. Et dans la com en particulier, il a cette déclaration qui est dirigée essentiellement vers les Occidentaux, que vous avez dû voir passer, qui peut-être vous a interrogé, je vous montre, tu dis on va revenir à l'islam modéré. Avant, donc tout le récit qui est donné par Mohammed Ben Salman est le suivant. Avant 1979, nous étions un pays d'islam modéré. À partir de 1979, la Sahwa est arrivée, ce terme que je vous ai dit tout à l'heure, il l'utilise dans son discours. La Sahwa est arrivée, ce qui veut dire en fait, ces étrangers, ces influences de l'étranger sont venus pervertir notre islam local, et aujourd'hui on a décidé qu'on allait écraser la Sahwa et revenir à l'islam modéré qui a toujours été le nôtre. Alors, ce discours-là, il est évidemment problématique
problématique historiquement, parce que c'est plus compliqué que ça. Un, parce que le wahhabisme a toujours été conservateur depuis ses origines. Donc, la Sahwa, elle est complexe, elle est plurielle, elle s'est divisée en différents courants. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est très compliqué. Bon, la volonté de Zaman, c'est de faire une catégorie et de mettre tout le monde. Mais c'est un discours qui est très malin, c'est très intelligent. Parce que ce qu'il essaye de faire, c'est de faire porter à la Sahwa le chapeau du conservatisme. C'est-à-dire, en vérité, de jouer sur la fibre nationaliste, qui est aussi forte en Arabie, surtout à l'époque où l'Arabie fait des guerres contre... Le discours nationaliste en Arabie est très fort. Hein. Nous contre l'Iran, nous contre le Qatar. Donc on fait porter à des influences étrangères la responsabilité du conservatisme, ce qui permet du coup d'exonérer les oulémas, disant c'est pas vous, parce que le pouvoir avait évidemment pas envie de se brouiller complètement avec le clergé, il veut juste le mettre sous contrôle. Il veut juste un clergé qui adopte un nouveau discours. Le pouvoir ne veut pas se couper du bras légitimateur que représente ce clergé. Donc, on fait d'une pierre deux coups. On écrase la Sahwa, c'est-à-dire la contestation politique, en l'accusant d'être responsable de tous les maux du royaume, et dans le même temps, on exonère le clergé du conservatisme en faisant porter le chapeau à d'autres. C'est très malin politiquement, parce qu'effectivement, le clergé, en partie, est convaincu par ce discours. Le clergé lui-même s'était senti mis en concurrence avec la Sahwa, avait mal vécu ce moment. Et donc voilà, donc on est dans quelque chose qui est tout à fait étonnant, et on en parlait tout à l'heure, et je pense que Mohamed Ben Salman est sincère sur tout ça. Je n'ai aucun doute qu'il est sincère dans la volonté pour toutes les raisons qu'il a données, qu'elles soient économiques ou qu'elles soient une logique de pouvoir et de concentration du pouvoir contre des acteurs religieux qui par le passé ont été influents, tout ça fait qu'il est sincère dans sa volonté à la fois transformer le rapport entre le politique et le religieux en Arabie Saoudite, mais même de transformer le discours religieux. Évidemment, tout ça doit être pris sans naïveté, sans ne pas regarder tout ce qui se passe à côté. Hein. Et l'idée, ce serait que, on a souvent, je sais que pour avoir échangé ici avec quelquefois nos hommes politiques, il y a effectivement une fascination, tout ça est extraordinaire, bon, pas oublier que tout ça fait partie d'un package. Et dans le package, il y a aussi aujourd'hui une société saoudienne qui n'a jamais été aussi réprimée, un pouvoir qui n'a jamais été aussi autoritaire, et donc on est dans une modernisation autoritaire telle qu'on les connaît dans la région. Hein, les autocrates modernisateurs, que ce soit je sais pas, Ben Ali en Tunisie, Nasser à son époque, c'est finalement une figure que l'on connaît, et dans un certain nombre de cas, le résultat n'a pas été à la hauteur des attentes initiales. Mais voilà, il faut le prendre au sérieux, mais en même temps, il faut aussi s'interroger sur tous les éléments du problème et pas se focaliser sur un seul. Merci.